Lors de notre réunion de famille, ma mère a pointé un doigt accusateur dans ma direction et a dit « Prends exemple sur ta sœur. Elle nous envoie 3500 € chaque mois. Espèce de fils ingrats. » J'ai eu la gorge nouée, mais j'ai quand même essayé de répondre « Maman, en fait, c'est moi. » Mon père a frappé la table du plat de la main. N'ose même pas t'approprier les mérites de ta sœur. Si tu es si sûr de toi, alors arrête les virements le mois prochain. Ma sœur est restée assise, silencieuse, presque soulagée, comme si le mensonge faisait enfin son effet. Alors, je l'ai fait. J'ai arrêté. Et le mois suivant, j'ai découvert exactement ce que mon argent achetait et pourquoi ils avaient plus besoin de mon silence que de mon amour. Je m'appelle Zéphyr. Je ne suis pas ici pour jouer la victime. Je suis ici parce que j'ai porté ce fardeau seul pendant trop longtemps. Et je pense que personne ne devrait avoir à le faire. Avant de tout vous raconter, pourriez-vous juste laisser un petit « salut » dans les commentaires ou me dire d'où vous regardez? Parfois, savoir qu'une seule personne réelle écoute rend la honte un peu plus légère. Et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci, brutes, complexes et honnêtes, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aide à continuer de raconter la vérité quand c'est le plus difficile. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Lors de cette réunion de famille, ma mère était perchée sur le bord de son fauteuil préféré, celui qu'elle ne laissait personne d'autre utiliser, et a craché les mots comme si elle les avait répétés devant un miroir. Prends exemple sur ta sœur qui nous envoie 3500 € chaque mois, espèce de fils ingrat. Je n'ai même pas bronché. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et j'ai commencé à dire « Mais en fait, c'est moi », avant que mon père ne frappe violemment la coudoir de son fauteuil, les yeux flamboyants. N'essaie pas de voler les accomplissements de ta sœur. Alors essaie d'arrêter les virements. Cette phrase, elle n'a pas laissé un bleu, elle a laissé un cratère. Et je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Je m'appelle Zéphyr Moreau. J'ai 28 ans, je vis à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, et je fais de longues journées de travail dans une usine agroalimentaire juste à l'extérieur de la ville. Je suis indépendant depuis mes 19 ans, mais je n'ai jamais cessé d'essayer de gagner leur approbation. Chaque anniversaire, chaque fête, j'envoyais de l'argent. Je n'avais pas grand-chose, juste mon salaire, un petit appartement miteux près des voies ferrées, et la vieille montre à gousset de mon grand-père, la seule chose dans cette maison qui m'ait jamais semblé m'appartenir vraiment. J'ai pris le TGV pour rentrer à Aix-en-Provence parce que ma mère m'avait appelé 3 fois en une seule matinée avec ce ton sec et cassant qu'elle réserve à la déception et à la discipline. Il faut qu'on parle. C'est sérieux. C'est un code dans notre famille. Un code qui signifie « prépare ton armure ». Je suis rentré dans la même maison où j'ai grandi et rien n'avait changé. L'air sentait toujours vaguement la lavande et le jugement. Des photos de famille bordaient le couloir, comme des rappels d'une pièce de théâtre dans laquelle je n'avais jamais eu de rôle. Ma sœur Chloé occupait toujours le devant de la scène dans chaque cadre, chaque histoire. J'étais juste en arrière-plan. Nous nous sommes assis dans le salon pour ce qu'ils appelaient une « discussion de famille », qui ressemblait toujours plus à un procès. Ma mère a commencé avec la déception. Mon père l'a laissé continuer juste assez longtemps pour donner le ton, puis il a porté le premier coup. Tu trouves que 50 centimes, c'est drôle? Il a brandi une capture d'écran imprimée d'une transaction. Mon nom, un virement de 50 centimes d'euros. Je l'ai regardé comme si c'était une sorte de blague. Il n'a pas ri. Elle non plus. Tu trouves ça mignon, a continué mon père, sa voix montant. Ta sœur Aurore envoie 3500 € par mois. 3500. Et toi, tu nous envoies ça? Quel genre d'homme es-tu? J'ai cligné des yeux. Aurore. C'était le nom que j'utilisais. Ou plutôt, le nom que Chloé m'avait suggéré d'utiliser quand elle avait lancé l'idée que nous aidions financièrement nos parents. Faisons une surprise, avait-elle dit. N'utilise pas ton vrai nom. Gardons ça anonyme, comme un don d'un ange. C'est même elle qui avait trouvé le surnom Aurore. Comme l'aube, tu sais, quelque chose de lumineux et de pur. J'ai accepté. Je voulais croire que c'était significatif. Maintenant, mes parents me regardaient comme si j'étais la blague. J'ai ouvert la bouche pour les corriger. Mais mon père m'a coupé avec une voix forte qui semblait répéter. N'ose même pas essayer de t'attribuer le mérite du sacrifice de ta sœur. Cet argent vient d'elle.
Tu nous prends pour des idiots? J'ai regardé Chloé. Elle était assise là, calme et belle comme toujours, avec ce regard d'innocence calculé qui l'avait si bien servi toute sa vie. Elle n'a pas dit un mot. Pas un seul. Pas un, ce n'est pas vrai. Pas un, c'était son idée. Pas même un regard de culpabilité. Rien. Ce silence. Ce silence m'a vidé. J'ai arrêté d'essayer. Ça ne servait à rien. Toute la réunion était une performance et j'étais juste le bouc émissaire. Mon père s'est penché en avant pour la réplique finale. Si tu te crois si malin, arrête d'envoyer de l'argent le mois prochain. On verra bien ce qui se passera. Plus tard, à l'étage dans la chambre d'amis qui était autrefois la mienne, maintenant dépouillée de toute trace de mon passage. J'ai ouvert ma valise et j'ai passé mes doigts sur la vieille montre à gousset de mon grand-père. À l'intérieur, il y avait toujours gravé « Garde ton temps. Ne le donne pas, pour la première fois, j'ai compris. » Il ne s'agissait pas seulement du temps. Il s'agissait de ma valeur. Dans le TGV du retour vers Paris, je fixais mon application bancaire. Mon virement automatique à mes parents était programmé pour le 10 de chaque mois. Mon pouce a hésité, puis a appuyé. Annulé. Il disait que je ne valais rien. Voyons voir ce qui se passera sans moi. Au moment où le train est arrivé en gare, j'ai reçu un SMS de Chloé. Ne fais rien de stupide. Maman et papa surveillent. Ce n'était pas un avertissement. C'était une tentative de contrôle. De retour à Aulnay, je suis entré dans le petit 2 pièces que je louais depuis 5 ans. La lumière du couloir vacillait, le radiateur sifflait, et la fenêtre laissait toujours passer un courant d'air froid. Rien n'avait changé, sauf moi. J'ai repris mes habitudes, debout à 5 heures, de longues journées à l'usine, des soirées trop fatiguées pour réfléchir. Mais maintenant, chaque tâche semblait résonner de l'insulte, 50 centimes. C'est ainsi qu'ils avaient choisi de me voir, après tout. Le samedi, j'ai enfilé mon gilet de sécurité orange et je me suis dirigé vers le chantier de construction où je travaillais le week-end. J'avais besoin de ces heures pour atteindre les 3500 € par mois que j'envoyais. J'avais passé des certifications supplémentaires, sauté des vacances, vécu de nouilles instantanées et budgétisé jusqu'au dernier centime. Je l'ai fait non pas parce que j'étais riche. Je l'ai fait parce que je voulais croire que ma bonté m'achèterait une place à leur table. Au lieu de cela, elle m'a acheté un billet pour l'humiliation. De retour chez moi ce soir-là, je me suis assis à mon bureau avec 2 choses devant moi. La montre à gousset de mon grand-père et mes relevés bancaires. J'ai recherché toutes les transactions libellées, Aurore, et je les ai comparées au compte que j'utilisais pour envoyer l'argent. Le virement de 50 centimes d'euros, celui qu'ils avaient imprimé et m'avaient jeté au visage, se démarquait. Il ne venait pas de ma banque. Il venait d'une application de paiement que je n'avais pas touchée depuis des années. J'ai creusé plus loin et j'ai découvert qu'elle était liée à une adresse email secondaire. Une que je me rappelais à peine, que Chloé m'avait aidé à configurer un jour. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas une erreur. C'était une mise en scène. J'ai fait défiler de vieux messages. Il y a des mois, quand Chloé avait proposé l'idée d'utiliser Aurore, elle avait offert de s'occuper de la logistique. Donne-moi juste l'accès pour que je puisse m'assurer que tout semble correct, avait-elle dit. Ce sera notre secret. Je lui avais fait confiance. C'était ma sœur. Mais elle avait utilisé cet accès pour envoyer une seule transaction sous mon vrai nom, juste assez pour inverser le récit, me faire passer pour quelqu'un qui se moquait d'eux. J'ai appelé la banque, j'ai posé des questions sur l'origine du virement de 50 centimes d'euros. Le conseiller a confirmé qu'il provenait d'un appareil différent du mien. Je n'avais pas besoin qu'il me dise le nom. Je savais. Le dimanche matin, je me tenais sur le chantier, le vent hurlant à travers les poutres d'acier, les jointures de mes doigts fendus par le froid. Je m'étais infligé ça pour eux. Et maintenant ils pensaient que je valais un quart de barre chocolatée. J'ai regardé mes mains. Ces mains qui les avaient nourries, qui s'étaient sacrifiées pour eux. L'ironie n'était pas qu'ils croyaient que j'avais envoyé 50 centimes. L'ironie était que même quand je donnais tout, ils ne me regardaient jamais comme ils la regardaient. Je suis rentré tard ce soir-là, j'ai enlevé mes chaussures de sécurité et je me suis assis dans le noir. La montre à gousset tic-taquait à côté de moi, comme un métronome de la honte. J'ai fait une liste.
1. Découvrir si Chloé avait déjà utilisé le nom Aurore professionnellement. 2. Chercher à savoir pourquoi mes parents avaient réellement besoin de l'argent. Ils n'étaient pas sur la paille. Se servaient-ils simplement de moi par confort? 3. Ne plus envoyer un centime. Quoi qu'il arrive. À minuit, un email a fait vibrer mon téléphone. Nouvel appareil connecté à votre compte. Pas moi. Quelqu'un me surveillait, essayant de voir ce que j'allais faire. Je n'avais pas besoin d'un nom sur l'adresse IP. Je savais déjà qui c'était. Le jour où le virement automatique aurait dû passer, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Il a bourdonné pendant le petit déjeuner, pendant ma marche vers le travail, et pendant chaque pause que je prenais à l'usine. Les appels manqués s'empilaient comme des dominos. Maman, papa, Chloé. Les messages affluaient. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? On comptait sur toi. Espèce d'égoïste ingrat. De la part de Chloé, décroche. Ne rends pas les choses pires. La pression n'était pas du chagrin. C'était de la panique. Et ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Si Chloé avait vraiment été celle qui envoyait l'argent, mon silence n'aurait pas déclenché un incendie de cette ampleur. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Léa. C'était le genre de personne qui ne croyait jamais rien sans preuve. Nous étions proches depuis le lycée, bien qu'elle ait déménagé à Lyon et se soit bâtie une réputation de quelqu'un qui pouvait disséquer la vérité avec une précision chirurgicale. Je lui ai tout raconté devant un bol de ramen, chaque détail honteux. Comment j'ai grandi en jouant les seconds rôles face à la lumière de Chloé. Comment j'ai commencé à envoyer de l'argent parce que je croyais que je leur devais mon existence. Comment je n'ai jamais dit non, même quand ça faisait mal. Comment ils ont pris mon nom et l'ont sali avec 50 centimes. Comment ils ont soutenu un mensonge si fermement que même moi, j'ai commencé à douter de ma propre mémoire. Léa n'a pas dit « je suis désolé ». Elle ne m'a pas tapoté la main ou dit que la famille, c'est compliqué. Elle s'est adossée, les bras croisés, et a posé 3 questions. Pourquoi tes parents avaient-ils besoin de 3500 € par mois alors qu'ils ont toujours des revenus? Pourquoi ne t'ont-ils rien demandé avant de t'accuser? Et pourquoi sont-ils si prompts à croire un faux nom plutôt que leur propre fils? Nous avons passé les jours suivants à tirer les fils. Léa a commencé là où les gens se cachent le moins, leur comportement public. Je lui ai donné tout ce que j'avais. De vieux messages, des captures d'écran de conversations de groupe familial, des relevés bancaires que j'avais gardés par habitude. Léa ne les a pas épluchés comme un détective. Elle les a audités comme une analyste de système. Sa logique était propre et impitoyable. Si quelqu'un est vraiment endetté, il parle en chiffres. Mensualité, date d'échéance, taux d'intérêt. Tes parents, eux, parlent comme si on leur devait un tribut. J'ai essayé d'argumenter. Elle m'a coupé. Zéphyr. Si quelqu'un souffre financièrement, il se serre la ceinture. Ta mère s'affiche avec un sac de luxe qui coûte la moitié de ton salaire. Les pièces ont commencé à s'emboîter comme un puzzle retourné à l'endroit. Des photos d'achats de luxe qui coïncidaient avec l'historique de mes virements. Des publications de mon père au PMU du coin. Des posts de Chloé riant de la façon dont son grand frère la soutenait toujours. Il ne se cachait pas. Il ne s'attendait simplement jamais à ce que je regarde. Puis Léa m'a frappé avec le pire. Est-ce que ta famille a déjà mentionné un fonds pour les études ou un héritage de ton grand-père? J'ai hésité. Il avait de l'argent. Je crois qu'il a été question d'une vieille assurance vie ou quelque chose comme ça après son décès, mais c'était vague et je n'en ai jamais vu la couleur. Léa m'a fixé un instant, puis a hoché la tête. S'ils ont touché cet argent et l'ont entièrement injecté dans les études de Chloé, son style de vie, peu importe, alors ils ne remboursent aucune dette. Ils ont juste choisi qui avait le droit de bien vivre. Et maintenant, ils te demandent de maintenir le moteur en marche. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de la rage, de la clarté. Les 3500 € que j'envoyais chaque mois n'étaient pas un noble acte de gratitude. C'était une rançon silencieuse pour un rôle pour lequel je n'ai jamais été autorisé à auditionner. Je finançais l'illusion qu'ils étaient toujours une famille fière et stable. Je me suis souvenu d'être assis sur ce canapé pendant la réunion de famille, essayant de dire « c'est en fait moi » et me faisant dire de me taire. Mon père ne voulait pas la vérité. Il voulait l'histoire.
Celle où Chloé réussissait et où je leur devais ma pénitence pour être la déception. Léa ne m'a pas laissé sombrer dans l'apitoiement. Elle a demandé ce que je voulais faire. Continuer à les laisser raconter ta vie ou tracer une ligne. Je lui ai dit que je n'enverrais plus un centime. Mais je savais aussi que les appels et les SMS n'étaient que le début. En rentrant chez moi, j'ai changé le deuxième verrou. J'ai vérifié la caméra de sécurité devant ma porte. J'ai sauvegardé chaque relevé bancaire et message dans des dossiers sur le cloud. Et pour la première fois depuis des années, j'ai envisagé de changer de numéro de téléphone. Non pas pour me cacher, mais pour tracer une ligne qu'il ne pourrait pas franchir sans la briser. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur le canapé, j'ai reçu un message de ma mère. Il était court et glacial. Ton père et moi venons te rendre visite ce week-end. Il faut qu'on parle en personne. Pas une question, pas une demande. Une déclaration. J'ai fixé l'écran, une terreur froide grandissant dans ma poitrine. Ils n'en avaient pas fini avec moi. Ils arrivaient. J'ai passé les 2 jours suivants en mode préparation. Pas émotionnellement. Il n'y avait aucune préparation possible pour ça. Je veux dire, logistiquement. J'ai prévenu le concierge de mon immeuble, j'ai dit à la sécurité de ne pas laisser monter de visiteurs inconnus. J'ai tout sauvegardé. Capture d'écran, horodatage, journaux d'appel. J'ai même écrit une chronologie, juste au cas où, parce que je savais que ce qui arrivait n'était pas une visite. C'était un siège. Le samedi matin, on a frappé. Pas un coup de sonnette, juste des coups sourds et réguliers. J'ai ouvert la porte pour les voir tous les 3. Maman, papa, Chloé. Ils se tenaient là comme s'ils étaient chez eux. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste maman entrant comme si c'était encore ma maison d'enfance. On a passé la nuit à s'inquiéter, a-t-elle commencé d'une voix plus répétée que sincère. Papa a suivi, déjà en colère. Tu nous as mis dans l'embarras. Tu as tourné le dos à ta famille. Il s'est lancé dans un monologue sur le devoir, sur la honte, sur comment je laissais la jalousie tout gâcher. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé, qui était assise sur la coudoir du canapé comme une invitée d'honneur. Elle est restée silencieuse, laissant le bruit tourbillonner autour d'elle jusqu'à ce qu'elle lâche une phrase si cruellement nette qu'elle m'a stupéfié. Personne ne t'a forcé à arrêter. Tu as choisi ça. Ils m'ont coincé dans mon propre salon. M'ont exigé de m'asseoir. M'ont exigé d'écouter. M'ont exigé de réparer ça. Maman a dit, tu penses que 50 centimes, c'est une blague? Ça nous a humiliés. Papa a établi un plan de paiement comme si j'étais un débiteur sous sa coupe. Tu nous dois 2 mois. Ça fait 7 000 € aujourd'hui. Il a pointé mon téléphone. Ouvre ton application bancaire. Remets ça en place maintenant. Je n'ai pas bougé. C'est là que maman a fait son erreur. Dans le chaos, elle a fait référence à mon compte secondaire par un nom que je ne lui avais jamais mentionné à voix haute. Un surnom que seule Chloé m'avait entendu utiliser. C'était le lapsus. C'était la confirmation. Chloé leur avait tout dit. Le pipeline d'argent, le calendrier, le nom Aurore. Elle avait tout scénarisé, leur avait servi en morceaux, s'était faite passer pour l'héroïne sans lever le petit doigt. Et il l'avait cru parce que c'était plus facile que de croire en moi. Quand je n'ai pas obéi, Chloé a finalement parlé de sa voix douce et prudente. Elle a évoqué quelque chose que j'avais dit des années auparavant, quelque chose comme « si un jour je suis en mesure d'aider, je le ferai ». Elle l'a tordu en un contrat à vie. Tu as promis, Zéphyr. Tu as dit que tu prendrais soin de nous. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'aiderais quand je pourrais, et je l'ai fait, encore et encore. Mais une aide offerte librement n'est pas un contrat de location. Puis papa a changé de tactique. Il est devenu silencieux, froid. Si tu ne paies pas, on peut commencer à parler de comment tu vis ici. Ce que tu fais vraiment. Les gens pourraient vouloir l'entendre. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qu'il voulait dire. C'était une menace voilée, destinée à me faire plier par la peur. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient le levier pour me garder sous leur coupe, même à des centaines de kilomètres. Je leur ai demandé de partir, calmement, respectueusement. C'est là que papa a élevé la voix dans le couloir, assez fort pour que les voisins entendent. Tu abandonnes tes parents et tu t'attends à ce qu'on reste silencieux.
Maman a pleuré sur commande. Il ne veut même pas nourrir sa propre mère, a-t-elle sangloté juste au moment où quelqu'un passait. C'était si théâtral que j'avais du mal à respirer. Je sentais mes propres murs se replier sur moi, l'espace sur que j'avais construit devenant une scène pour leur performance. Avant de partir, maman a ajouté un coup final. Peut-être que ton patron aimerait savoir quel genre de personne tu es. Peut-être qu'il comprendrait pourquoi on ne devrait pas faire confiance à quelqu'un comme toi. Elle ne demandait plus d'argent. Elle menaçait mon travail, ma vie, mon nom. Après que la porte se soit refermée derrière eux, je suis resté figé. Puis j'ai verrouillé tous les verrous. J'ai sauvegardé chaque vidéo, chaque SMS. J'ai étiqueté les fichiers. J'ai tracé une frontière. Pas seulement émotionnelle, mais numérique, légale, physique. Je n'étais plus seulement le mouton noir. J'étais leur ennemi, et les ennemis documentent tout. Cette nuit-là, un nouveau numéro m'a appelé. J'ai laissé sonner. Puis le message vocal est arrivé. Bonjour, ceci est un appel de vérification concernant une demande de prêt à votre nom. Veuillez nous rappeler pour confirmer. Je n'avais jamais demandé de prêt, mais je savais qui avait mes informations. Je savais qui venait de quitter mon appartement quelques heures plus tôt, et je savais sans l'ombre d'un doute que le combat ne faisait que commencer. Le lendemain matin, j'ai rappelé le numéro, m'attendant à moitié à tomber sur une messagerie vocale ou un robot d'arnaque. Au lieu de cela, une voix professionnelle a répondu, nette et claire, s'identifiant comme un représentant d'un service de crédit à la consommation dont je n'avais jamais entendu parler. Ils ont dit qu'ils devaient vérifier quelques détails pour une demande en attente d'un prêt personnel à mon nom. Mon estomac s'est noué. Je leur ai demandé de m'envoyer les informations par email et quand il est arrivé, ma mâchoire s'est crispée en voyant l'adresse qu'ils utilisaient, ma maison d'enfance à Aix-en-Provence. Une maison où je n'avais pas vécu depuis près d'une décennie. Le numéro de téléphone sur la demande était un ancien, un numéro prépayé que j'avais utilisé il y a des années, depuis longtemps oublié. Il n'y avait aucune chance que ce soit une erreur innocente. C'était quelqu'un qui connaissait mon passé comme le sien. Et un seul groupe avait accès à ça. J'ai transféré l'email à Léa et envoyé un message rapide. Urgence ce soir. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans son appartement. Elle avait déjà ouvert son ordinateur portable et commencé un tableur. Elle n'a pas perdu de temps. On va décortiquer ça comme un audit judiciaire, a-t-elle dit. Nous avons commencé par contacter ma banque pour signaler la fraude. Les doigts de Léa volaient sur le clavier alors qu'elle mettait en place des alertes de fraude sur tous mes comptes, les verrouillant pour que rien d'autre ne puisse passer. Nous avons fait une liste de tout, chaque adresse email, ancienne question de sécurité, indice de connexion, banque précédente que j'avais utilisée. Quand j'ai mentionné une banque secondaire dont je n'avais parlé qu'à Chloé, Léa s'est arrêtée. Elle sait où tu gardais l'argent, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ce n'était plus une supposition. C'était un fait. Léa a creusé plus profondément. Je pense qu'ils n'essaient pas seulement de te punir, a-t-elle dit. Ils essaient de mettre quelque chose de toxique à ton nom. J'ai fixé l'écran. La transaction de 50 centimes d'euros, le nom d'expéditeur fantôme Aurore, l'assassinat de ma réputation parfaitement synchronisée. Tout prenait sens. Ils construisaient une version parallèle de moi. Une où j'étais mesquin, cruel et radin. Pendant ce temps, Chloé pouvait jouer la martyre qui donnait jusqu'à en souffrir. Comme par hasard, mon téléphone a vibré. Le nom de mon père s'est allumé sur l'écran. Je vais te donner une dernière chance de réparer les choses, a-t-il dit quand j'ai décroché. On peut encore arranger ça. Envoie juste l'argent et arrête de compliquer les choses. Il a fait une pause, puis a ajouté. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tout le monde sache qui tu es vraiment. Il a raccroché. Quelques secondes plus tard, un autre SMS est arrivé, cette fois de ma mère. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois aussi froid. Tu veux nous faire mourir de stress. Puis Chloé, c'est moi qui nettoie tes dégâts. Tu m'as fait passer pour une menteuse. J'ai craqué. Pas en hurlant. Quelque chose de plus froid. Je me suis assis, j'ai tapé un message et je l'ai envoyé à tous les trois. Plus d'argent. Toute communication doit se faire par écrit. Ne vous présentez plus chez moi. C'est votre seul avertissement. Puis je suis passé par toutes mes applications, j'ai changé tous les mots de passe,
j'ai supprimé toutes les méthodes de récupération liées à mon ancienne vie. J'ai remplacé les adresses e-mail, désactivé les anciens numéros de téléphone, j'ai tout effacé. Cette nuit-là, Chloé a envoyé un dernier message. Tu penses que ça va nous arrêter? Je sais quelle banque tu utilisais. Je sais tout. Et avec ça, j'ai su que ce n'était pas du désespoir. C'était du contrôle. Il ne voulait pas d'aide. Il voulait la propriété. Léa a fermé son ordinateur portable. Ils n'ont pas fini, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Mais moi non plus. Cette nuit-là, juste au moment où je commençais à ressentir une lueur de calme, un email des RH est apparu. Objet, courte conversation demain. Corps du message, bonjour Zéphyr. Quelqu'un a appelé aujourd'hui avec des préoccupations. Pouvons-nous parler demain matin? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Ils avaient atteint mon travail. Quand je suis entré dans le bureau des RH le lendemain matin, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. La responsable, une femme nommée Lisa, m'a fait signe de m'asseoir. Elle avait un bloc-notes ouvert, mais n'avait encore rien écrit. C'était pire. Zéphyr, a-t-elle commencé doucement. Nous avons eu quelques appels hier à votre sujet. L'un disait être un parent, a mentionné des inquiétudes sur votre bien-être, a laissé entendre que vous étiez sous beaucoup de stress et que vous pourriez agir de manière erratique. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais j'ai gardé ma voix calme. Et l'autre? Elle a jeté un coup d'œil à ses notes. Quelqu'un prétendant être d'une institution financière a demandé vos horaires de travail et votre lieu pour vérifier un emploi pour une demande de prêt. Ça ne nous a pas semblé correct, donc nous n'avons rien donné. Je lui ai tendu un dossier. Je pense que ma famille essaie de me discréditer. Je documente tout. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de SMS, des horodatages d'appels menaçants et une chronologie écrite. Lisa a hoché la tête. Nous ne prenons aucune mesure disciplinaire, mais à partir de maintenant, nous acheminerons toutes les demandes externes par email. Restez simplement en communication avec nous. En quittant le bureau, mes jambes semblaient faibles. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai envoyé un SMS à Léa. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Ils escaladent parce qu'il manque de temps. Cette nuit-là, Léa m'a envoyé un lien. Regarde ça, m'a-t-elle écrit. C'était un site d'alerte communautaire qui suivait les ateliers de mannequinat de luxe. L'un des organisateurs correspondait à quelqu'un que Chloé suivait. Un recruteur promettant des opportunités de casting. Frais d'entrée de plusieurs milliers d'euros. Mon estomac s'est retourné. Je me suis souvenu d'avoir entendu Chloé au téléphone il y a quelques mois dire « Il couvrira les frais ». Il le fait toujours. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. Maintenant, si. Le curseur de Léa clignotait dans notre document partagé. Ils avaient besoin d'argent rapidement. Tu étais le plan B, j'ai passé le week-end à fouiller dans de vieux dossiers de famille. Niché dans une pochette en plastique enterrée sous des déclarations d'impôts se trouvait l'imprimé d'un document de fiducie, la succession de mon grand-père. Je ne savais pas trop comment il avait atterri chez moi, probablement un oubli d'il y a des années. Une clause se démarquait, fonds à détenir en fiducie pour les 2 petits-enfants, à être administré par les parents jusqu'à l'âge de 25 ans. Mon nom était sur la ligne. Celui de Chloé aussi. Je n'ai jamais vu un centime. Mais Chloé a soudainement eu un appareil dentaire, une voiture et un appartement à Paris quand elle a eu 19 ans. Ils ne nous avaient pas soutenus équitablement. Ils avaient investi dans son rêve, et j'étais la police d'assurance pour le maintenir à flot. Le lendemain matin, je les ai revus devant mon immeuble. Chloé pleurait dans ses mains. Ma mère faisait les 100 pas devant les portes. Mon père criait quelque chose au gardien de sécurité en brandissant un téléphone. Je suis resté à l'étage, regardant le flux de la caméra. C'était la même performance, mais avec une nouvelle tournure. Chloé tenait maintenant une photo, une capture d'écran d'un virement de 3 500 € avec le nom d'expéditeur Aurore et des détails bancaires floutés. Elle pleurait. Il a menti. Il n'a envoyé que 50 centimes. Le gardien de mon immeuble regardait, confus, mal à l'aise. Je regardais depuis le moniteur, la mâchoire serrée. Plus tard dans la nuit, une autre alerte de ma banque est arrivée. Une nouvelle demande de prêt. Celle-ci avait progressé jusqu'à une approbation conditionnelle.
Le message de Léa est arrivé immédiatement après. Ils essaient d'encaisser en utilisant ton nom. Tout s'est éclairci. L'assassinat de ma réputation, le récit forcé, la fausse piste de transaction, la fraude au crédit. Ils n'attaquaient pas seulement. Ils me remplaçaient par une version qui leur devait de l'argent, qui les avait déçus et qui devait les rembourser. J'ai tenu la montre à gousset de mon grand-père dans ma paume, sentant le poids du temps. Le temps que j'avais passé à travailler dans des conditions glaciales, à envoyer de l'argent, en espérant être vu. Et maintenant, il était temps d'arrêter d'être le coussin de leurs mauvaises décisions. Cette nuit-là, ma sonnette a retenti. La caméra du couloir s'est allumée. Mes parents étaient de nouveau là. Et Chloé. Mais derrière eux se trouvait quelqu'un de nouveau, un homme en manteau sombre tenant un presse-papier et un dossier en cuir. Au même moment, un nouveau SMS est arrivé. Ceci est une visite de vérification concernant une obligation financière en cours. Veuillez être disponible. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste fixé la porte, sachant que le prochain chapitre serait soit celui où il prendrait tout, soit celui où je tracerai enfin la ligne assez profondément pour qu'il ne puisse pas la franchir. Le coup frappé à ma porte n'était pas juste un coup. C'était un avertissement. Une dernière tentative de m'entraîner vers le fond. À travers le Judas, je les ai vus, mes parents, Chloé, et un homme que je n'avais jamais vu auparavant, dans un manteau de laine sombre, tenant un presse-papier et arborant ce genre de mince sourire que les gens utilisent quand ils pensent déjà avoir gagné. Mon cœur ne s'est pas emballé cette fois. Je n'ai pas paniqué. Je n'étais plus le même fils qui autrefois sursautait au son de la voix de son père ou essayait de s'expliquer pour obtenir le pardon. J'ai parlé à travers la porte, d'une voix ferme et claire. Vous devez énoncer votre objectif avant que j'ouvre quoi que ce soit. L'homme a répondu, la voix professionnelle, détachée. Je représente Financrédit. Je suis ici concernant une dette en cours associée à la famille Moreau. Nous menons un processus de vérification impliquant les membres du foyer lié. C'était la mise en scène. Mes parents ont embrayé comme s'ils l'avaient répété. C'est notre fils, a dit ma mère, la voix se brisant juste comme il faut. Nous avons besoin qu'il vérifie qu'il sait tout. Tu ne vas pas nous laisser dehors, a aboyé mon père. Ça te concerne. C'est ta responsabilité. J'ai entrouvert la porte d'1 centimètre, juste assez pour voir, pour être vu. La chaîne de sécurité tenait bon. Vous n'entrerez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, passez-le. Sinon, cette conversation se termine ici. L'homme a glissé un formulaire sous la porte. Je l'ai ramassé avec une main gantée. Reconnaissez-vous être une partie liée à Chloé Moreau, alias Aurore, a-t-il demandé comme si de rien n'était. Ce nom, ce mensonge, est tombé comme un couteau. Chloé a eu un sursaut involontaire. Elle a levé les yeux trop vite, les lèvres entr'ouvertes, l'instinct prenant le dessus avant que la performance ne puisse rattraper. Elle était habituée à être Aurore dans toutes les pièces, sauf celle avec nos parents. Son corps a bougé plus vite que sa bouche ne pouvait se rétracter. Je l'ai vu. L'homme aussi. J'ai respiré une fois par le nez, calmement. Je ne reconnais aucun lien financier avec quiconque se trouve en dehors. Je ne confirmerai ni ne nierai aucun lien sans la présence d'un conseiller juridique. C'est du harcèlement. Vous n'êtes pas autorisé à poursuivre un recouvrement à ma résidence. Je me suis tourné vers mes parents. Ce n'est plus une affaire de famille. Vous avez amené quelqu'un à ma porte comme si j'étais un distributeur de billets ambulants. Nous ne voulions pas que ce soit comme ça, a plaidé ma mère, les yeux humides. Mais tu ne nous as pas laissé le choix. Mon père s'est avancé, essayant de forcer le passage. C'est toi qui as créé ce désordre. Tu as menti à propos de Chloé. Tu as arrêté de payer. Tu vas signer ça ou tu verras ce qui vient après. Je n'ai pas menti. J'ai dit que j'envoyais 3 500 € chaque mois de mon propre compte. Je peux le prouver. Vous voulez parler des 50 centimes, du faux nom, des mensonges sur qui soutenait réellement cette famille. Chloé s'est détournée. Elle savait que la situation avait changé. L'homme de Financrédit a plissé les yeux. Il semble y avoir un désaccord sur le dossier. Nous devrons peut-être suivre avec des documents officiels. Faites-le, ai-je dit, mais pas ici. Toute tentative de contact futur doit passer par une correspondance écrite. Vous êtes sur une propriété privée. Puis je me suis retourné vers ma famille.
J'en ai fini d'être culpabilisé, manipulé et entraîné dans votre chaos. Vous avez dépensé ce que j'ai gagné. Vous avez emprunté sur des rêves qui n'étaient pas les vôtres. Et vous avez essayé de me faire passer pour le méchant de votre histoire. Mon père a ricané. Ce n'est que de l'argent. À la fin, ça vient du même endroit. Non, ai-je dit. Ça venait de moi. L'homme de Financrédit a fermé son dossier et a reculé. Compris. Nous procéderons en conséquence. Ma mère s'est mise à pleurer bruyamment. Mon père a juré, essayant de garder sa voix basse, mais sans succès. Chloé me fixait simplement avec un mélange de peur et de haine. J'appellerai la sécurité de l'immeuble si vous ne partez pas tout de suite, leur ai-je dit. Ils sont partis. Finalement. J'ai fermé la porte avec des mains tremblantes, non pas de peur, mais de l'adrénaline de quelqu'un qui vient de reprendre possession de son corps après des années à laisser quelqu'un d'autre tirer les ficelles. J'ai regardé par le Judas jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Je me suis assis, j'ai pris la montre à gousset que mon grand-père m'avait laissée, et pour la première fois, je ne me sentais pas comme un fils qui déçoit sa famille. Je me sentais comme un homme qui avait enfin dit la vérité à voix haute. Cette nuit-là, j'ai reçu un email de Léa. Elle avait déterré la dernière pièce du puzzle. L'agence de casting que Chloé avait rejointe était signalée dans plusieurs régions pour opérer sous de fausses promesses. Ils prenaient l'argent de familles qui croyaient que leurs enfants étaient destinés à la célébrité et les laissaient sans rien. Si tu es prêt, a-t-elle écrit, on met fin à tout ça. Plus de disputes, juste de l'action. J'ai commencé le lendemain matin comme une équipe de nettoyage marchant dans un bâtiment démoli. Calme, méthodique, insensible. Non pas parce que ça n'avait pas d'importance, mais parce que ça en avait enfin une. D'abord, tout bloqué. J'ai placé une alerte de fraude à long terme auprès de ma banque. J'ai verrouillé mes comptes. J'ai changé chaque mot de passe. J'ai défini de nouvelles questions de sécurité que personne dans ma famille ne pourrait deviner. J'ai mis à jour les emails de secours, transféré mes opérations bancaires principales vers une nouvelle institution. Puis, documenté. J'ai imprimé chaque transaction des 2 dernières années, les étrier par date, par montant, par libellé. Les 3 500 € toujours à temps. Le virement de 50 centimes, planté comme un leurre. Les emails des RH, les messages menaçant de les appeler, les photos de ma caméra de couloir. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec les RH, je me suis assis dans ce bureau fade avec mon dossier de la honte, et pour la première fois, je l'ai remis sans broncher. Je veux m'assurer que cela n'affecte pas mon travail, ai-je dit. La responsable a hoché la tête. Merci d'être venu nous voir. Nous signalerons tout contact externe. Vous êtes protégé ici. Protégé. Je n'ai jamais su à quel point j'avais besoin d'entendre ce mot jusqu'à ce qu'il sorte de la bouche de quelqu'un d'autre. J'ai quitté cette réunion avec la colonne vertébrale un peu plus droite. Ensuite, clore l'histoire. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à Financrédit, déclarant que je n'avais aucune association avec la dette ou les parties impliquées. J'ai joint un résumé du harcèlement et j'ai exigé qu'il cesse tout contact en vertu du code de la consommation. J'ai mis en copie un ami avocat du cercle de Léa, au cas où. Puis, bloqué. J'ai envoyé un dernier message à ma famille. Je ne suis pas responsable de vos dettes. Je ne me porterai pas garant, n'interviendrai pas et n'offrirai aucune aide financière. Tout contact ultérieur sera documenté et traité comme du harcèlement. Ne me contactez plus. Je l'ai sauvegardé. Puis j'ai bloqué chaque numéro, chaque email, chaque profil. Une semaine plus tard, j'ai eu des nouvelles de Léa. Ils avaient essayé d'emprunter plus. Refusé. Mon père essayait de vendre la maison à Aix. En un mois, elle était partie. Mes parents ont emménagé dans un appartement exigu près d'une des anciennes routes industrielles. Mon père a commencé à faire des petits boulots. Ma mère a commencé à travailler en intérim à l'accueil d'une chaîne de salles de sport. Chloé au plus d'aurore a brûlé son dernier pont au bar où elle travaillait après que quelqu'un ait révélé qu'elle ne payait pas son loyer. Elle m'a envoyé un message une fois depuis un compte anonyme. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était compter. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que toutes les histoires n'ont pas besoin de réponse. À la place, je me suis plongé dans le travail. J'ai été promu chef d'équipe. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, plus proche de l'usine.
J'ai peint ma cuisine en bleu, acheté un vrai cadre de lit et arrêté de m'excuser pour le silence. Un vendredi, je me suis offert un bon dîner et je l'ai mangé en silence. Non pas parce que j'étais seul, mais parce qu'il était à moi. 5 ans ont passé. J'ai pris le train pour la Drôme provençale pour le mariage de Léa. Elle était radieuse. Toute la cérémonie était petite et simple. L'amour sans dette. Des promesses sans obligation. J'ai rencontré quelqu'un là-bas. Adrien, architecte, humour peint sans rire, regard clair. Nous avons parlé de construire des choses qui durent autour d'un verre de vin. En nous disant au revoir, Léa m'a serré fort dans ses bras. Tu as repris ton temps, m'a-t-elle murmuré. Dans le train du retour, j'ai ouvert la montre à gousset. Elle tic-taquait, régulière et discrète. Je pensais autrefois que je devais mériter la paix. Maintenant, je sais que je devais juste arrêter de la laisser me voler. J'ai été autrefois appelé Aurore. J'ai autrefois valu 50 centimes. J'ai autrefois donné 3500 € par mois à des gens qui voyaient ça comme un tribut, pas de l'amour. Et j'ai autrefois cru qu'être le bon fils signifiait disparaître. Plus maintenant. Je n'ai pas besoin de leur approbation. J'ai juste besoin que ma vie soit à moi. En y repensant, je ne regrette pas d'avoir donné. Je regrette de ne pas avoir su quand m'arrêter. Je regrette d'avoir pensé que l'amour signifiait un sacrifice silencieux et de me faire petit pour que les autres puissent se sentir grands. Mais ça, dire la vérité, nommer la douleur, choisir la paix plutôt que la culpabilité, c'était le véritable acte d'amour. Pour moi-même, pour la vie que je peux reconstruire. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà eu l'impression que votre valeur était mesurée par ce que vous donniez, je veux que vous sachiez que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire non. Vous ne devez votre paix à personne simplement parce qu'il partage votre sang. Je l'ai appris à la dure. Mais je suis toujours là, à guérir, un jour à la fois. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous y avez vu une part de vous-même, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de raconter des histoires qui comptent. Laissez un commentaire. Faites-moi savoir que vous êtes là. Vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté.